Mes parents sont furieux que je ne les ai pas consultés avant d'acheter ma maison, parce qu'il avait prévu que ma sœur, son mari et leurs 3 enfants emménagent avec moi. Alors j'ai refusé et j'ai coupé tout lien avec eux. La lumière de notification de mon téléphone clignotait à 23h51. C'était la seule lumière dans mon chalet, un signal lumineux d'intrusion perçant le profond silence du massif central. Le message venait de ma mère, Hélène. Il ne disait pas bonjour. Il ne demandait pas si j'étais éveillée. Il disait, le code ne marche pas, Solène a froid. Ouvre le portail. Fin de citation. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas paniqué. J'ai simplement ouvert l'application de sécurité sur ma tablette d'un glissement de doigts. Le flux granuleux de la vision nocturne montrait ma sœur frissonnante devant le clavier numérique au bas de mon allée. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle, moteur tournant, un camion de déménagement de 8 mètres crachait des gaz d'échappement gris dans l'air pur de la montagne. Ils n'étaient pas venus visiter. Ils étaient venus conquérir. Avant de voir comment Juliette gère cette invasion, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas répondu au message. Je n'ai pas appelé pour demander d'explications. Dans mon métier d'actuaire de données, nous sommes formés à examiner les variables et à prédire les résultats. La variable ici était un camion de 8 mètres au ralenti sur ma propriété à minuit. Le résultat, si j'ouvrais ce portail, serait une occupation permanente. Mes parents et ma sœur n'étaient pas venus en vacances. Ils étaient venus parce qu'ils avaient réduit leur propre vie en cendres et décidé que mon sanctuaire était leur police d'assurance. J'ai observé l'écran. Ma sœur Solène tapait ses bottes dans la neige, gesticulant frénétiquement vers son mari Alexandre, qui était appuyé contre le camion, l'air abattu. Ils attendaient que le portail s'ouvre. Ils attendaient que je joue mon rôle. La sœur belle et silencieuse, qui absorbait le chaos familial pour qu'il n'ait pas à le faire. D'un simple toucher, le flux de la caméra disparut, remplacé par le panneau d'administration de ma maison intelligente. J'ai fait défiler jusqu'à l'onglet sécurité. Il y avait le code invité que j'avais donné à ma mère 2 ans auparavant pour les urgences. Mon doigt a plané au-dessus de l'icône de la corbeille. Je n'ai pas hésité. J'ai appuyé sur supprimer. Puis j'ai appuyé sur confirmer. La commande numérique a traversé les câbles à fibre optique enfouis sous le sol gelé, coupant le seul lien qu'ils avaient avec ma chaleur. Sur le moniteur, j'ai vu Solène taper à nouveau le code sur le clavier. Puis encore une fois, puis elle a donné un coup de pied au poteau métallique. Ils étaient piégés. Le chemin privé menant à mon chalet faisait 8 km de long, étroit et glacé. Il n'y avait pas de réseau téléphonique au fond de la vallée. Seul le système d'interphone était relié à ma maison. L'interphone a bourdonné, un son strident et exigeant dans mon salon tranquille. Je me suis dirigée vers le panneau mural et j'ai baissé le volume à fond. Le silence est revenu. J'ai pris mon téléphone fixe. C'était la seule issue pour eux, et j'étais sur le point de dicter les conditions. J'ai composé le numéro de la gendarmerie locale. J'ai gardé ma voix calme, professionnelle, et dénuée de toute culpabilité familiale. J'ai dit au répartiteur qu'il y avait des intrus bloquant mon chemin d'accès privé. Je n'ai pas dit ma famille. Je n'ai pas dit ma mère. J'ai dit des intrus. Aux yeux de la loi, c'est exactement ce qu'ils étaient. Pendant les 20 minutes suivantes, je suis restée près de la fenêtre, observant les feux rouges du camion se fondre dans la neige qui tombait. Mon téléphone vibrait incessamment sur la table, un battement de cœur frénétique que je refusais de reconnaître. Je ne les avais pas encore bloqués. J'avais besoin de preuves de leur escalade. Quand les lumières stroboscopiques bleues et rouges du véhicule de gendarmerie ont percé l'obscurité, j'ai ressenti une vague de froide satisfaction. J'ai regardé sur le moniteur l'adjoint sortir. J'ai vu mon père, Geoffroy, descendre du camion, agitant les bras, pointant vers mon chalet. Il essayait d'expliquer, d'user de son charme, d'utiliser l'autorité qu'il avait exercée sur moi toute ma vie. Mais ici, à flanc de montagne, à minuit, son autorité était une monnaie sans valeur. L'adjoint a pointé du doigt la route. Partez maintenant.
Je les ai regardés remonter dans leur véhicule. Le camion de déménagement a commencé un virage en 3 points maladroit et dangereux sur la piste étroite. Alors qu'il s'éloignait, disparaissant au détour du virage, je ne me suis pas senti en sécurité à proprement parler. Je me suis senti efficace. J'avais identifié un risque et je l'avais atténué. Le départ de la gendarmerie a marqué la fin de la crise immédiate, mais le silence qui a suivi était lourd de questions sans réponse. Pourquoi avais-je été si brutal ? Pourquoi ne leur avais-je pas simplement parlé ? Pourquoi ne leur avais-je pas donné une chance ? Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Ce n'était pas pour le travail. C'était pour ma santé mentale. Je l'ai intitulé « Le coût de la survie ». La plupart des gens regardent ma vie, mon chalet payé, mon compte d'épargne, mes soirées tranquilles, et appellent cela de la chance, un privilège, ou peut-être simplement de l'égoïsme. Ils voient le résultat, mais ils ne voient pas la chaîne invisible que j'ai forgée. Maillon après maillon douloureux pour me sortir du trou que ma famille avait creusé pour moi. Ligne 1, date, 15 janvier, il y a 7 ans. Dépenses, 45 000 €. Description, consolidation de la dette de carte de crédit de Solène. J'ai tapé cela en fixant le chiffre. J'avais 22 ans alors, fraîchement sorti de l'université, travaillant 80 heures par semaine comme analyste junior. Je vivais dans un appartement en sous-sol sans fenêtre pour économiser sur le loyer. Solène vivait dans un loft en centre-ville, postant des photos de sa vie abondante tout en se noyant dans les paiements d'intérêts. Mes parents m'avaient appelé en pleurant. Elle sera ruinée, Juliette. Elle ne trouvera jamais de travail avec ce score de crédit. Tu as des économies. Aide-la. Alors, je l'ai fait. J'ai vidé mon compte. J'ai acheté sa liberté avec mon travail. Ligne 2, date 10 mars, il y a 5 ans. Dépenses 12 000 €. Description, réparation d'urgence de la maison des parents. Il s'est avéré que l'urgence était une rénovation de véranda qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils n'ont pas demandé. Ils m'ont juste envoyé la facture de l'entrepreneur. Je l'ai payée parce que c'est ce que fait la bonne fille. J'ai continué à taper. La liste s'allongeait. Caution pour la start-up ratée d'Alexandre. L'acompte pour une voiture dont Solène avait besoin pour son image de marque. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était ma vie. Chaque euro que je leur donnais était une heure que je passais à fixer des feuilles de calcul pendant que mes amis sortaient. Chaque chèque que j'écrivais était des vacances que je ne prenais pas, une robe que je n'achetais pas, un risque que je ne prenais pas. J'ai arrêté de taper et j'ai regardé par la fenêtre les pins recouverts de neige. Les gens me traitent de radine. Ils me traitent de froide. Ils ne comprennent pas que pour moi, l'argent n'est pas une monnaie, c'est de l'oxygène. Dans une famille qui me considérait comme une utilité, une batterie à vider jusqu'à l'épuisement, mes économies étaient la seule chose qui prouvait que j'existais pour moi-même. Ma frugalité n'était pas une bizarrerie. C'était un mécanisme de survie. C'était le seul moyen de racheter des morceaux de mon propre avenir. Puis la dernière entrée datée d'il y a 1 mois. Événement, l'expulsion. Je n'étais pas au courant à l'époque. Je l'ai appris plus tard par une voisine. Mes parents avaient co-signé le bail de Solène à Lyon. Quand elle a cessé de payer son loyer pour financer sa marque de style de vie, le propriétaire a menacé de la poursuivre en justice. Mes parents, terrifiés par l'impact financier, ont négocié une rupture de bail. Ils ont accepté de quitter l'appartement avant le 1er février. Ils ne me l'ont pas dit. Ils n'ont pas demandé si j'avais de la place. Ils ont juste supposé. Ils ont supposé que la bonne fille, la sœur intelligente, celle avec un emploi stable et une vie tranquille, absorberait naturellement le désastre. Ils ont résilié son bail parce qu'ils croyaient que ma maison était déjà la leur. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'écran est devenu noir, reflétant mon propre visage. Je ne ressemblais pas à une victime. Je ressemblais à une actuaire qui avait enfin équilibré l'équation. J'avais passé 7 ans à acheter ma liberté. Ce soir, j'ai simplement refusé d'accorder un remboursement. Le soleil s'est levé sur la ligne de partage des eaux,
peignant la neige de nuances de rose violent et d'or. C'était le genre de matin qui me faisait habituellement marquer une pause et respirer, reconnaissante pour l'isolement. Mais aujourd'hui, le silence à l'intérieur du chalet fut brisé par le bourdonnement furieux de mon téléphone contre la table en pin. Le siège numérique avait commencé. Je n'ai pas décroché pour répondre. Je l'ai pris pour collecter des données. La première notification venait d'Instagram. Ma sœur Solène avait posté un réel il y a 3 heures. Il avait déjà 12 000 vues. J'ai tapé sur l'écran. La vidéo s'est ouverte sur un gros plan du visage de Solène, artificiellement strié de larmes de mascara. Elle était enveloppée dans une fine couverture de motel, tremblant pour la caméra. La légende disait, abandonnée par ma propre sœur dans les montagnes glaciales. Je l'ai regardée avec un détachement clinique. Nous voulions juste la voir, sanglota Solène dans l'objectif. Nous avons roulé toute la nuit pour lui faire une surprise pour les fêtes et elle nous a enfermés dehors. Elle a appelé la gendarmerie sur ses propres parents. Nous sommes bloqués dans un motel sans rien. Elle n'a pas mentionné le camion de déménagement. Elle n'a pas mentionné le camion de 8 mètres rempli de ses meubles qui était actuellement garé sur le parking du motel du lac. Elle n'a pas mentionné qu'elle avait résilié son bail à Lyon sans me demander si j'avais de la place. Dans son récit, elle était la petite marchande d'allumettes et j'étais l'hôtelière cruelle claquant la porte. Les commentaires déferlaient comme une avalanche. Votre sœur est un monstre, a écrit un utilisateur. Qui fait ça à sa famille? A écrit un autre. Des étrangers qui ne savaient rien de ma vie me diagnostiquaient comme narcissique, sociopathe, une méchante. Puis vinrent les SMS de mes parents. Ils ne lisaient pas les commentaires. Ils coordonnaient l'assaut. Ma mère, Hélène, a envoyé une capture d'écran d'un reçu. Nous sommes au motel du lac à Chamonix. Le tarif est de 180 € par nuit. Il nous faut 2 chambres. Tu dois nous envoyer 500 € immédiatement via l'application de paiement mobile pour couvrir cela et la nourriture. C'est de ta faute, Juliette. Règle ça. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le paysage gelé. Une version plus jeune de moi aurait paniqué. J'aurais ressenti le poids écrasant de la culpabilité, la réponse programmée à la déception de ma mère. J'aurais pensé, peut-être que je suis le monstre. Peut-être que j'ai surréagi. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai regardé la situation à travers le prisme de ma profession. En analyse de risque, il faut comprendre la cause profonde d'une défaillance pour éviter qu'elle ne se reproduise. J'ai alors réalisé que mes parents n'étaient pas fous. Ce n'étaient pas de méchants caricaturaux se frottant les mains. C'était quelque chose de bien plus insidieux. Ils étaient conditionnés. Pendant 30 ans, ils avaient fonctionné dans un système familial où mon rôle était de réparer et le rôle de Solène était d'être la star. Ils avaient normalisé un type spécifique de cruauté, la cruauté de l'extraction. Pour eux, mon argent, mon temps et ma maison étaient des biens communautaires. Ils croyaient sincèrement que mon refus de les laisser emménager n'était pas une limite. C'était un vol. Dans leur logique tordue, je volais leur filet de sécurité. Ils n'étaient pas en colère parce que je leur manquais. Ils étaient en colère parce que l'appareil qu'ils utilisaient pour résoudre leurs problèmes avait cessé de fonctionner. Comprendre cela ne m'a pas fait leur pardonner. Cela m'a fait réaliser que la négociation était impossible. On ne peut pas raisonner avec un système qui considère votre indépendance comme un acte d'agression. Je n'ai pas répondu aux SMS. Je n'ai pas commenté la vidéo. J'ai fait une capture d'écran de la vidéo, en m'assurant que l'horodatage était visible. J'ai fait une capture d'écran de la demande d'argent de ma mère. Je les ai enregistrés dans un dossier sur mon disque cloud intitulé « Preuve ». Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps d'arrêter de jouer la défense. Dans le monde de la science actuarielle, lorsqu'une responsabilité devient trop volatile, on ne discute pas avec elle, on s'assure contre elle. J'ai cessé de considérer cela comme une querelle familiale et j'ai commencé à le traiter comme une OPA hostile. J'ai fermé l'onglet Instagram. J'ai mis le fil de discussion en sourdine. Je me suis redressé sur ma chaise ergonomique et j'ai activé la partie de mon cerveau réservée aux audits à enjeux élevés.
Je n'ai pas cherché un thérapeute familial. J'ai cherché un avocat immobilier agréé dans la région du Massif central, spécifiquement un ayant la réputation d'appliquer agressivement les limites. J'ai trouvé un homme du nom de Maître Dubois dont les critiques le décrivaient comme cher mais redoutable. J'ai composé son numéro. Les frais de consultation étaient de 300 € de l'heure. C'était le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Pendant les 2 heures suivantes, les sentiments étaient des variables non pertinentes. J'ai traité des faits. Je lui ai transmis l'acte de propriété du chalet, uniquement à mon nom. Je lui ai transmis les images de sécurité du camion bloquant mon chemin d'accès. Je lui ai transmis les captures d'écran de la demande d'argent de ma mère et de la diffamation publique de Solène. Maître Dubois n'a pas offert de sympathie. Il a offert une stratégie. À midi, nous avions rédigé une mise en demeure formelle de cesser et de s'abstenir. C'était un beau document, lourd de jargon juridique et d'une finalité absolue. Il stipulait clairement qu'Hélène, Geoffroy, Solène et Alexandre étaient définitivement interdits d'accès à ma propriété. Il précisait que toute nouvelle tentative d'accéder au lieu serait traitée comme une intrusion criminelle. Il incluait également une clause concernant le harcèlement numérique, notant que toute nouvelle diffamation publique entraînerait une action en justice pour dommages et intérêts. J'ai alors réalisé que « non » est une phrase complète, mais la lettre d'un avocat sur papier à en-tête officielle est un signe de ponctuation qui ne peut être ignoré. Cela transforme une demande en une exigence. Cela supprime la manipulation émotionnelle du « mais nous sommes la famille » et la remplace par la froide réalité de « vous êtes des défendeurs ». Ensuite, j'ai porté mon attention sur le front numérique. Je n'ai pas commenté la vidéo de Solène. Je n'ai pas interagi avec les trolls qui me traitaient de monstre. J'ai utilisé les outils de la plateforme contre eux. J'ai signalé la vidéo pour harcèlement et divulgation d'informations personnelles, doxing, citant les horodatages spécifiques où elle révélait ma localisation générale. J'ai contacté l'équipe de support de la page de collecte de fonds que Solène avait hâtivement mise en place pour aider la famille à survivre à l'hiver, la signalant pour fraude puisqu'il n'était pas en fait bloqué sans ressources, mais logé dans un motel avec une carte de crédit. Comme je savais que mon père en avait une. À 14 heures, la vidéo avait été retirée pour violation des directives de la communauté. La page de collecte de fonds était en cours d'examen. Le bruit numérique qui m'avait assourdi toute la matinée fut soudainement et brutalement réduit au silence. J'ai imprimé la lettre de mise en demeure. Le bourdonnement de l'imprimante était le seul son dans la pièce. Je l'ai signée d'une main ferme. Je l'ai scannée et l'ai envoyée par email à mes parents et ma sœur. Je n'ai pas ajouté d'objet comme « je suis désolé » ou « s'il vous plaît, comprenez ». Je l'ai simplement intitulé « Notification d'action en justice ». Je me suis adossée et j'ai regardé la neige tomber dehors. J'avais construit une forteresse non seulement de bois et de pierre, mais de papier et de loi. Ils voulaient une réaction. Ils voulaient des larmes. Au lieu de cela, je leur ai donné un pare-feu. Je n'étais plus leur fille ou leur sœur. J'étais la plaignante. Maître Dubois a appelé 3 jours plus tard. Sa voix était sombre, dépouillée de la distance professionnelle habituelle des avocats. « Juliette, dit-il, j'ai trouvé quelque chose en tirant les registres de propriété pour enregistrer la mise en demeure. C'est significatif. » J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai ouvert mon ordinateur portable. « Dites-moi. Votre sœur Solène, commença-t-il, a enregistré une SARL il y a 3 mois. Retraite âme des montagnes. Et l'adresse commerciale enregistrée n'est pas son appartement à Lyon. C'est l'adresse de votre chalet. » Je sentis le sang se retirer de mon visage. Quoi? Ça empire, continua-t-il. J'ai fait une recherche sur le nom de l'entreprise. Elle a un site web. Elle vendait des billets. J'ai tapé le nom dans mon navigateur. Le site s'est chargé instantanément. Une page élégante, conçue professionnellement, présentant des photos de montagnes, de postures de yoga et des citations sur le bien-être holistique. Et là, en bonne place, sous l'onglet « Prochaine retraite », se trouvait mon salon. Pas une photo de stock, une photo prise de l'annonce du site d'annonce immobilière lorsque j'avais acheté la maison. « Restaurez votre esprit dans les Cévennes sauvages », disait le texte.
Rejoignez-nous pour une immersion exclusive de 7 jours dans notre sanctuaire privé. Repas gastronomiques, méditation guidée et hébergement de luxe inclus. Descendez jusqu'aux dates, 10 mètres du bois. J'ai fait défiler, retraite du solstice d'hiver, du 15 au 22 décembre. Complet. Le 15 décembre était le lundi suivant. Elle a vendu des billets pour une retraite dans ma maison, ai-je murmuré, l'absurdité de la chose m'étouffant. Sans me demander, sans même avoir de bail. Elle a un bail, 10 mètres du bois. Ou plutôt, elle a un document qui prétend être un bail. Elle l'a soumis à un prêteur pour petites entreprises pour obtenir un prêt de démarrage de 50 000 €. J'ai récupéré le dossier. Il y a votre signature dessus, Juliette. Ou une très mauvaise contrefaçon. Le monde a basculé. Ce n'était plus seulement un sentiment de droit. Ce n'était plus seulement une dynamique familiale toxique où les limites étaient ignorées. C'était une fraude criminelle. Solène avait falsifié ma signature sur un document légal. Elle avait pris de l'argent à une banque sous de faux prétextes. Elle avait pris de l'argent à des clients, de vraies personnes, qui avaient payé 2 000 € chacun, selon le site, pour un service qu'elle ne pouvait pas fournir. C'est pour ça qu'ils sont venus, ai-je réalisé, parlant plus à moi-même qu'à Maître Dubois. C'est pour ça le camion de déménagement. Ils ne cherchaient pas seulement un endroit où s'écraser. Ils venaient s'installer. Ils allaient transformer ma maison en hôtel. Si ces clients se présentent lundi et qu'il n'y a pas de retraite, dit Maître Dubois, Solène risque plusieurs chefs d'accusation de fraude, de vol par tromperie, de faux, et si vos parents étaient au courant et l'ont aidé à déménager les meubles, ce que le camion suggère qu'ils ont fait. Ils sont complices. J'ai regardé à nouveau le site web, la photo de mon sanctuaire, volée et transformée en marchandise, la photo souriante de Solène dans la section à propos de votre hôte où elle se décrivait comme une guérisseuse visionnaire. C'était le coup de grâce. Je n'avais pas besoin de discuter de sentiments. Je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi je méritais mon espace. Je détenais les codes nucléaires. Maître Dubois, dis-je, ma voix ferme. Envoyez tout ce que vous avez trouvé au procureur de la République locale et envoyez une copie à la banque qui a émis le prêt. Êtes-vous sûr, demanda Maître Dubois. Une fois que nous faisons cela, il n'y a plus de retour en arrière. Votre sœur pourrait aller en prison. J'ai pensé aux années d'abus financiers. Aux 45 000 € de dettes que j'avais payées. À la façon dont mes parents avaient résilié son bail, supposant que je la rattraperais. À la façon dont ils m'avaient traité de monstre pour avoir protégé ma propre maison. Je suis sûr, dis-je. Faites-le. La famille est revenue 2 jours plus tard. La neige tombait en épaisse et lourde nappe, réduisant la visibilité à quelques mètres. C'était le genre de temps qui rendait les montagnes dangereuses pour quiconque n'était pas préparé. J'ai d'abord vu les phares. 2 faibles faisceaux traversant la tempête. Puis j'ai vu la voiture, un SUV de location garé devant le portail verrouillé. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. L'interphone a bourdonné. Je l'ai ignoré. J'ai marché jusqu'au panneau mural et j'ai allumé le moniteur. Ma mère, Hélène, se tenait dans la neige, appuyant à plusieurs reprises sur le bouton de l'interphone. Elle ne portait pas un manteau lourd, juste une doudoune à la mode qui était inutile contre l'altitude. À côté d'elle, Solène était enveloppée dans une écharpe, l'air pâle et terrifié. « Juliette, s'il te plaît. » La voix de ma mère crépitait à travers le haut-parleur, faible et désespérée. « Nous savons que tu es là. S'il te plaît, réponds. » Je les ai regardées un instant. Elle semblait petite. Elle semblait pathétique. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de distance, comme si je regardais des étrangers sur un écran de télévision. J'ai appuyé sur le bouton de conversation. « Qu'est-ce que vous voulez ? » Juliette, ma mère sanglota. « Dieu merci. Écoute-moi. Nous devons parler. C'est une urgence. Je vous ai envoyé une mise en demeure, dis-je, ma voix calme. Vous êtes des intrus. Nous savons. Nous savons,
dit Hélène rapidement. Mais nous n'avions pas le choix. Les clients, les invités de la retraite. Ils arrivent demain. Demain, ai-je demandé, bien que je savais déjà. Oui, 12 d'entre eux. Ils ont déjà pris l'avion pour Denver. Ils louent des voitures. Ils seront là à midi. Solène s'est avancée, son visage pressé contre la caméra. Elle semblait frénétique. Juliette, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où les mettre. J'ai dépensé l'argent des acomptes. Je ne peux pas les rembourser. Si j'annule, ils me poursuivront en justice. Je pourrais aller en prison. Tu aurais dû y penser avant de vendre des billets pour une maison qui ne t'appartient pas, dis-je. J'ai fait une erreur, Solène a pleuré. J'essayais juste de construire quelque chose. Je pensais que tu me soutiendrais. Tu m'as toujours soutenu. Je t'ai soutenu, ai-je corrigé. Je t'ai permise. Il y a une différence. S'il te plaît, supplia Hélène. Juste pour une semaine. Laisse-la juste organiser la retraite. Nous nettoierons tout. Nous te paierons. Nous te paierons avec les bénéfices. Juste sauve ta sœur. S'il te plaît, Juliette. Si elle va en prison, ça tuera ton père. J'ai regardé mon père, Geoffroy, assis sur le siège conducteur du SUV, fixant droit devant lui. Il ne pouvait même pas regarder la caméra. Il savait ce qu'il demandait. Il savait que c'était mal. Mais il était là quand même, conduisant la voiture pour la fraude de sa fille. C'était le moment, l'inversion du pouvoir. Pendant 30 ans, ils avaient détenu le pouvoir de l'approbation, de l'affection, de l'appartenance. Ils l'avaient brandi devant moi, me faisant sauter à travers des cerceaux pour le gagner. Maintenant, la dynamique s'était inversée. Je tenais leur destin entre mes mains. Je pouvais ouvrir le portail. Je pouvais les sauver une dernière fois. Je pouvais être la héroïne. Et après? Ils n'apprendraient rien. Ils recommenceraient. Et je serais de retour dans la cage. L'appareil utile, le filet de sécurité qui les rattrapait chaque fois qu'ils sautaient. Je ne suis plus votre police d'assurance, dis-je dans l'interphone. Juliette, ne fais pas ça, cria Solène. Nous sommes une famille. La famille ne vole pas la famille, dis-je. La famille ne commet pas de fraude en votre nom. La famille ne vous utilise pas. J'ai ramassé un morceau de papier sur le comptoir. C'était le numéro de dossier que le bureau du procureur de la République avait donné à Maître Dubois ce matin-là. Le numéro de dossier est 2-4-C2, lus-je lentement. C'est le numéro de dossier de l'enquête pour fraude que le procureur de la République a ouverte hier. Je leur ai transmis le bail que tu as falsifié, Solène. Je leur ai transmis les captures d'écran du site web. La banque a déjà gelé le compte professionnel. Sur l'écran, Solène s'est effondrée. Ses jambes l'ont lâchée et elle s'est enfoncée dans la neige. Hélène a crié. Rentrez chez vous, dis-je. Retournez à Lyon, prenez un avocat, et ne revenez plus jamais ici. Juliette, ma mère gémit. Tu ne peux pas. Tu nous tues. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation de l'interphone. L'écran est devenu noir. Le son a été coupé. Le silence du chalet est revenu, absolu et pur. Je ne les ai pas regardés partir. Je suis allée à la cuisine et j'ai préparé une tasse de thé. Je me suis tenue près de la fenêtre arrière, regardant la forêt, pas l'allée. Je n'avais pas besoin de les voir partir. Je savais qu'ils étaient partis. Les semaines suivantes furent un flou de légalité et de logistique, mais le chaos est resté fermement de l'autre côté de la ligne de partage des eaux. Maître Dubois s'est occupé du bureau du procureur de la République. Je me suis occupé du silence. J'ai changé mon numéro de téléphone une dernière fois. J'ai supprimé mes comptes de réseaux sociaux. J'ai débranché le téléphone fixe. Le seul moyen de me joindre était par l'intermédiaire de mon avocat ou en montant la montagne en voiture. Et après l'avertissement de la gendarmerie, je doutais qu'ils essaient à nouveau. Des nouvelles m'ont finalement été rapportées par Maître Dubois.
Solène faisait face à des accusations de crime. L'accord de plaidoyer sur la table impliquait une probation, une restitution et un casier judiciaire permanent. Elle et Alexandre étaient poursuivis par les 12 personnes qui avaient réservé la retraite. Mes parents avaient vendu leur maison en banlieue pour aider à payer la défense juridique de Solène et la restitution. Ils déménageaient dans un appartement de 2 chambres. L'héritage qu'ils avaient essayé de protéger en me sacrifiant était parti, consommé par l'enfant même qu'ils avaient rendu capable de faire cela. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je ne me suis pas sentie vengée. J'ai juste ressenti un soulagement. La lourde couverture suffocante de l'obligation que j'avais portée pendant 30 ans était enfin partie. Un soir de janvier, je me suis assise sur ma terrasse avec une tasse de cidre chaud. L'air était vif et pur, sentant le pain et le froid. La neige tombait doucement, couvrant les traces du camion de déménagement, effaçant le souvenir de l'invasion. J'ai pensé à la famille que j'avais perdue, ou plutôt à la famille que j'avais enfin admise n'avoir jamais vraiment eue. On nous apprend que les liens du sang sont plus forts que l'eau, que la famille est tout, que l'on endure tout pour les personnes qui partagent notre ADN. Mais c'est un mensonge dangereux. La biologie est un accident. La loyauté est un choix. Vous ne devez pas votre vie aux personnes qui vous l'ont donnée si elles ne vous valorisent que comme une ressource. Couper les liens n'était pas un acte de guerre. C'était un acte d'autopréservation. C'était le seul moyen d'arrêter l'hémorragie. J'ai regardé la vaste nature sauvage blanche qui entourait ma maison. C'était calme. C'était paisible et pour la première fois de ma vie, c'était à moi.